Bonjour à tous les mélomanes, Lettre mélomane 2022-09, au programme Boscha, Janiewski, Litolf, Mélartine, Reber, Rode, de Berriot. Nous commençons par Boscha Nicolas Charles 1798-1856, 12 préludes pour harpe. C'est la première œuvre que nous considérons sur critiquemusicale.com de ce harpiste célèbre. Alors ces préludes sont traités selon une conception très virtuose, de sorte que l'appellation de caprice pourrait très bien leur convenir. Un certain nombre de ces piécettes présentent une musicalité certaine, parfois même un certain pathétisme. Néanmoins, c'est un aspect qui apparaît au début de chaque prélude et qui souvent s'amenuise un peu vers la fin. La difficulté pour juger ces pièces, c'est leur brièveté qui permet difficilement de leur conférer la mention d'excellence, car la brièveté en elle-même est une limitation sur le plan musical. Je recommanderai cependant la 8 qui est certainement la plus égale, la moins systématique dans sa structure. Nous continuons avec Janiewicz Félix 1762-1848, un concerto pour violon orchestre numéro 5 en E mineur, datant de 1803. Alors, Janiewicz, c'est une découverte sur critiquemusicale.com. Pourtant, cette œuvre est relative à un genre qui se trouve très représenté sur le site, c'est-à-dire le genre pour violon-orchestre, ce qui montre le caractère assez inépuisable des ressources musicales historiques qui dépassent largement les possibilités humaines de l'historien et encore plus du critique et du mélomane. Alors essayons brièvement de placer chronologiquement et stylistiquement cette œuvre dans le contexte de la création musicale de l'époque. Alors, chronologiquement, cette œuvre se positionne avant les concertos de Berriot et de Paganini et après la plupart, probablement, des concertos de Viotti et largement après ceux de Pugnani. Alors on peut dire qu'elle se situe relativement en avance sur son temps, ou tout au moins à la pointe du style concertant contemporain de cette époque. Concernant la partie violonistique, elle est très virtuose, très contrastée, et elle présente un caractère plutôt heurté qui la rapproche du style de Berriot, et en aucun cas du style paganinien qui est extrêmement souple. La thématique rappelle parfois le style vivaldien, alors notamment on peut observer un long crescendo sur un motif répété qui est très caractéristique à cet égard. L'orchestration est le plus souvent réduite aux cordes et elle est également très contrastée. Il se dégage de l'œuvre un lyrisme intense. Le deuxième mouvement est constitué d'une belle mélodie qui est développée sans autre accompagnement que les pizzicati des cordes. Le dernier mouvement est bâti sur une danse slave qui exploite l'effet d'accélérando, un thème magnifique qui alterne avec des motifs très virtuoses, particulièrement réussis. Alors la cadence violonistique du premier mouvement est constituée de doubles cordes à mon goût assez fatigantes et elle est assez médiocre. Je ne la considérerai pas dans l'appréciation du mouvement car je ne sais pas si elle est autographe. Litolf Henry, 1818-1891, une œuvre pour orchestre d'Ibrot von Kinast, c'est une ouverture datant de 1847. Alors Litolf, c'est un compositeur largement évoqué sur notre site, il est certainement essentiel dans l'évolution du concerto de soliste pour piano. Voyons cette œuvre purement symphonique. Malgré un ensemble dynamique et animé,
Et malgré l'exposé de nombreux thèmes, selon une orchestration qui est variée, qui est contrastée, qui est colorée, eh bien cette œuvre, à mon sens, n'offre guère de moment musical qui est susceptible d'accaparer l'intérêt. Et on est très loin des meilleures œuvres de Litolff, même dans le genre orchestral, hein, comme par exemple l'ouverture des Girondistes, et encore plus loin de ses concertos symphoniques pour piano et orchestre. L'on peut déceler dans cette ouverture quelques traces de la symphonie fantastique de Berlioz, donc voilà pour les influences. Alors au final, concernant les ouvertures symphoniques de Litolff, eh bien, le compositeur se montre certainement beaucoup plus faillible que dans le cadre de ses compositions pour piano et orchestre. Mélartine Herky, 1875-1937, un concerto pour violon et orchestre D minor, opus 60, datant de 1913. Sur Critique musicale, nous connaissons surtout Mélartine comme compositeur symphonique, où il s'impose par son style nordique, néanmoins plus classico-romantique que celui de Sibelius. Revenons à ce concerto pour violon, une belle œuvre, quoiqu'inégale, qui affirme la maîtrise du compositeur dans le registre violonistique et aussi l'orchestre, des traits de virtuosité soliste parfois magistraux, si l'on accepte cependant la cadence du premier mouvement, laquelle paradoxalement témoigne d'une inertie qui est assez incompréhensible pour ce genre d'exercice, et on suppose que cette cadence est autographe, hein, vu la date de composition de l'œuvre. Il faut déplorer pour l'orchestre des dissonances qui me paraissent gratuites et qui voisinent parfois avec des subtilités harmoniques. Le deuxième mouvement présente une mélodie très complexe. Malheureusement, il est déprécié par une partie centrale qui me paraît de moindre intérêt. C'est dans le dernier mouvement que Mélartine s'affirme le mieux, aussi bien par le soliste que par l'orchestre. Alors en particulier, ce dernier mouvement développe une thématique rhapsodique qui est parfois proche d'une danse cosaque et qui rappelle parfois, curieusement, le rhapsodisme américain des suites de Ferdet-Groffet. Nous en arrivons à Reber Napoléon-Henri, 1807-1880, une symphonie, symphonie numéro 4 en G major, opus 33, datant de 1858. Alors c'est la première œuvre que nous considérons de ce compositeur qui est pourtant relativement connu à son époque. Une symphonie d'un style romantique classique dont l'orchestration n'apparaît pas d'une coloration particulièrement originale. Or, il faut remarquer cependant le rôle des petits solis qui sont confiés notamment à la clarinette, un instrument qui paraît privilégié par Reber dans cette symphonie. Alors, en revanche, il utilise souvent le recours au motif en forme de fanfare, ce qui est tout de même très traditionnel. Par ailleurs, le compositeur affirme une grande tension lyrique, hein, je pense qu'on ne peut pas contester cet aspect, et notamment cela apparaît à l'occasion de mouvements d'amplification qui sont ponctués à l'acmé par les corps. Alors c'est certainement le deuxième mouvement qui apparaît le plus remarquable, malgré une thématique qui est parfois un peu hésitante, mal affirmée. En revanche, les deux derniers mouvements, surtout le dernier, manifestent à mon sens des tours mélodiques qui sont un peu trop faciles, un peu disgracieux et à mon avis franchement insupportables dans le dernier mouvement. Donc voilà un bilan mitigé pour cette symphonie de Reber. Pierre Rode, 1774-1830, concerto pour violon et orchestre numéro 1 en D mineur opus 3. Alors, nous avons écouté jusqu'ici sur critiquemusicale.com de nombreuses œuvres de Pierre Rode, notamment les concertos 3, 6, 7, 4, qui montrent un style typiquement post-paganinien, et il en sera de même pour ce concerto numéro 1. Donc concerto qui présente une thématique
presque 100% paganinienne et qui se réfère notamment au concerto numéro 1 du maître génois par de nombreux effets. Quoiqu'on ne dispose pas de la date de composition relative à ce concerto 1 de Rode, il est très probablement postérieur au moins au concerto numéro 1 de Paganini. Les traits violonistiques rapides se caractérisent par une vigueur, une virtuosité qui est maximale et qui parfois égale le créateur de la Campanella, mais à mon avis, il lui reste inférieur pour les motifs de tempo moderato dans le premier mouvement notamment, et encore plus pour les mélodies lentes comme cela apparaît dans le deuxième mouvement de ce concerto. Un magnifique concerto tout de même pour sa partie violonistique, mais l'œuvre est malheureusement dévaluée par sa partie symphonique, qui apparaît d'un bon niveau sur le plan thématique, mais dans un style qui est très peu nuancé, voire un peu brutal, et d'une consonance qui me paraît critiquable. Alors, ce concerto doit être considéré comme une grande œuvre dans l'ensemble, malgré ses points négatifs, mais tout de même ces points négatifs valent la relégation du premier et troisième mouvement à 2 étoiles, alors qu'il pourrait, disons, friser l'excellence. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée, Charles Wilfrid de Berriot, 1833-1914, le concerto numéro 2 pour piano-orchestre datant de 1881. Alors tout d'abord, il ne faut pas confondre Charles Wilfrid, compositeur très peu connu, avec Charles-Auguste de Berriot, compositeur violoniste relativement plus connu. Alors, considérons ce concerto pour piano. Alors, c'est un concerto typiquement romantique, tout à fait au diapason des œuvres concertantes de l'époque, et un excellent concerto qui manifeste une bravoure pianistique intense, virtuosité très fondue qui exploite très bien les gammes de styles évanescentes, mais aussi les contrastes, une orchestration qui est mordante avec des effets très originaux, dynamiques, qui s'appuient sur une instrumentation variée. Et les 3 mouvements sont assez équilibrés, quoique le dernier bénéficie certainement d'un thème principal plus marquant. Alors, deuxième mouvement lent, malgré sa brièveté, ne doit pas être négligé. Alors c'est une œuvre évidemment dont je conseille vivement l'audition.